Plus de 600 jours de guerre à Gaza, des destructions dantesques, une population poussée au bord de la famine et toujours pas de solution politique en vue. Alors, que cherche exactement à faire Israël dans la bande de Gaza? Comment réagissent l'opinion israélienne et la communauté internationale? Y a-t-il une issue pour sortir de cet engrenage mortifère? De tout cela, nous parlons ce soir dans le club Le Figaro International. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vice-présidente de l'IREMO, l'Institut de recherche et d'études Méditerranée-Moyen-Orient. Vous êtes maître de conférence à la Fondation pour la recherche stratégique, chargé de cours à Sciences Po Paris. Vous avez dirigé RMC Moyen-Orient et France 24 en langue arabe. Et vous êtes l'auteur de nombreux livres. Vous avez notamment coordonné la publication du Livre noir de Gaza, qui compile des rapports de l'ONU et d'ONG sur la situation dans l'enclave palestinienne. Un ouvrage qui est paru au Seuil en octobre 2024. Renaud Girard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chroniqueur international au Figaro, où votre chronique paraît chaque mardi. Vous avez évidemment beaucoup sillonné la planète comme grand reporter. Votre dernier ouvrage est une BD, Des raisons d'État, Virus à l'Élysée, paru en 2022. Georges Malbruno, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes grand reporter au service international du Figaro, spécialiste du Moyen-Orient. Vous aussi auteur de nombreux livres sur le sujet. Le dernier consacré à MBS, le nouveau maître du Moyen-Orient, MBS confidentiel, paru en 2024 chez Michel Lafon. Alors, tout le monde sait ce qui se passe à Gaza, tout le monde en voit quelques images partielles. Vous le décririez comment, Agnès Levallois? La bande de Gaza aujourd'hui est un territoire complètement dévasté, complètement détruit. Il n'y a plus aucune infrastructure qui est debout. Tous les centres de santé, de soins ont été détruits. Tout le bâti a été détruit. Les terres agricoles ne sont plus en mesure de pouvoir fournir à la population le minimum vital. Je rappelle que avant cette guerre, la bande de Gaza pouvait cultiver un certain nombre de produits de première nécessité, permettant une certaine autonomie. Aujourd'hui, toutes les terres sont complètement dévastées par les bombardements et que la population, c'est sûrement le point le plus important, et vous l'avez dit dans votre lancement, au bord de la famine. On sait qu'il y a déjà des enfants qui meurent de faim parce que leurs mères n'ont pas les moyens de les nourrir, puisqu'elles-mêmes sont sous-nourries. Et donc, on est dans une situation que je qualifierais vraiment d'apocalyptique, où on entend encore tous les jours des bombardements, à se demander ce qu'on bombarde encore, tant le territoire est complètement laminé, détruit, et qu'il n'y a véritablement plus rien qui permet de vivre, et je dirais même simplement de survivre. On n'est même plus dans la vie à Gaza, on est vraiment dans de la survie. Mais bien sûr, Georges, ce n'est pas le résultat d'une catastrophe naturelle, c'est une politique qui est menée, et d'ailleurs présentée officiellement comme on veut reprendre la bande de Gaza et on va détruire tout ce qu'on va conquérir. Effectivement, les autorités israéliennes ont déclaré il y a quelques jours de cela que le but de cette nouvelle offensive militaire qui a démarré... Les chariots de Gédéon. Voilà, il y a quelques semaines, était... Ça a démarré le 18 mars. Le 18 mars, qui était de reconquérir sous 2 mois, de contrôler les 3/4 de la bande de Gaza, et de forcer les 2 millions de Palestiniens qui y habitent à les cantonner dans trois secteurs, Gaza... Ouais, on a une carte qui montre d'ailleurs ces zones. Les camps de réfugiés et Al-Mawassi. Et donc, exercer, voilà, vous voyez... Voilà, la partie en rouge, en haut... Voilà, on les voit, ces 3 blocs-là. Et les petits points, ce sont toutes les frappes qui ont eu lieu depuis le 18 mars. Et donc, exercer une pression maximale pour espérer que le Hamas consente à libérer les otages et consente à négocier selon les termes exigés par Israël aujourd'hui, et avec probablement derrière tout cela l'idée d'une épuration ethnique. Le gouvernement israélien ne s'en cache guère de repousser... C'est-à-dire réduire l'espace habitable
par les Palestiniens de Gaza pour les inciter à partir. Absolument. Pour les inciter à partir, fort de l'appui américain sur cette question-là. Et donc, évidemment, comme ça a été dit, la population civile est la principale victime. Le Hamas, militairement, a été disloqué et a été considérablement affaibli, mais d'un point de vue numérique, il garde encore des dizaines de milliers de combattants qui sont plus ceux du 7 octobre parce que les cadres militaires ont été assassinés ou liquidés, mais des jeunes ont été recrutés. Ils se régénèrent, il y a eu de nouvelles recrues, et donc la capacité d'action du Hamas est moindre par rapport à ce qu'elle était avant, mais le Hamas est toujours en position de contrôler le territoire dans cette atmosphère apocalyptique que vous décriviez. Renaud Girard, cette stratégie d'Israël, elle a une chance de fonctionner, selon vous ? Non, selon moi, elle n'a pas de chance de fonctionner. Alors c'est une stratégie à très court terme. J'avais interrogé le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, c'était à Jérusalem, dans son bureau, juste après Yom Kippour, donc c'était en octobre dernier. Et j'avais essayé d'esquisser une solution politique. Je lui ai demandé, mais pourquoi vous êtes si opposé à cette solution des deux États qui avait été acceptée par les accords d'Oslo, par les Israéliens, par le général Rabin, général Rabin qui était Premier ministre, Isaac Rabin, en 1993. Et il m'avait fait une réponse uniquement sécuritaire. C'est-à-dire, il m'avait dit, est-ce que vous pouvez me garantir que si je fais un État palestinien indépendant, il n'y aura pas d'attaque contre moi provenant de cet État? Il n'y a plus, en tout cas dans ce gouvernement Likoud, il n'y a plus la moindre empathie pour les Palestiniens, alors que traditionnellement, il y en a toujours eu une, même le général Sharon en avait une, plus aucune empathie pour les Palestiniens, beaucoup moins de connaissances aussi de ce que sont les Palestiniens, c'est-à-dire, puisque j'ai parlé de Sharon, Sharon est un homme qui était capable de parler arabe. C'est vrai, il connaissait chaque village de Palestiniens de Cisjordanie. Il était capable de, il était combattant évidemment, mais là, c'est une guerre qui se fait par bombardement très loin, comme dans un presque jeu vidéo, si vous voulez. Voilà. Alors que la Cisjordanie est à 15 km à vol d'oiseau de Tel Aviv. Tout à fait, voilà. Alors, là, on ne parle pas de la Cisjordanie, là, on parle vraiment de Gaza. À 40 km. 40 km, voilà. Et donc, il n'y a plus de connaissances. Avant, il y avait quand même une imprégnation. Il y avait beaucoup de travailleurs de Gaza qui étaient en Israël. Et même à une époque, il y a eu des colons. Est-ce que vous n'êtes pas dans le monde d'avant, là, Renaud Girard? Si l'objectif, c'est de créer la Riviera de Trump, Benjamin Netanyahu a trouvé que ce plan était génial, je le cite, et que ce qu'il faisait aujourd'hui à Gaza était la première étape pour mettre en place ce plan qui suppose de chasser les Palestiniens. Le problème, c'est de les chasser où? C'est pas l'Amérique de Trump qui va les accepter. Déjà, le problème, c'est de les chasser. C'est peut-être pas quelque chose que peut cautionner la communauté internationale. Alors, après, il faut effectivement les chasser. Il y a eu beaucoup d'Allemands qui ont été chassés en 1945, etc. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a pu faire depuis très longtemps. Chasser les Américains. Ça se fait plus. Agnès Levallois. En fait, ce qu'il faut et l'Égypte et la Jordanie n'acceptent pas, surtout les pays voisins arabes, où il y a déjà beaucoup de Palestiniens. Oui, on a même entendu parler de la Libye, du Soudan, de la Somalie, on a tout entendu. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour Netanyahou, il n'a jamais été question de permettre la création d'un État palestinien. Netanyahou l'a toujours dit, et ça bien avant le 7 octobre 2023. Il a toujours été très clair dans ses propos, et toute la politique qu'il a mise en œuvre, et là encore, je pense qu'il faut vraiment replacer ça dans un contexte historique qui date bien avant le 7 octobre, ça a été de rendre les Palestiniens invisibles. Comment? En créant le mur en Cisjordanie qui sépare les territoires palestiniens occupés de l'État d'Israël et la barrière de sécurité autour de la bande de Gaza. Et ce processus... Pardon, sur ce point, est-ce qu'on n'est pas obligé de reconnaître qu'il y a eu un effet sécuritaire par rapport au nombre d'attentats provoqués en Israël avant et après la construction de cette barrière? Ça a diminué les attentats en Cisjordanie, mais quand on voit la barrière de sécurité autour de Gaza, qui a
quand même rendu possible et terribles attentats du 7 octobre 2023, je pense qu'on peut s'interroger quand même sur cette stratégie. Mais pour vous, c'est une façon d'invisibiliser? Pour moi, c'est une stratégie qui a consisté à invisibiliser les Palestiniens, du coup à les déshumaniser. Si vous ne connaissez plus la personne qui est de l'autre côté, elle n'existe plus. Et ça a permis, après les terribles massacre du 7 octobre, eh bien de mettre en œuvre cette stratégie qui est, et je le disais à l'instant, il n'y a aucune empathie de la part des Israéliens pour les Palestiniens, parce que c'est le résultat de cette stratégie mise en place depuis des années et des années, qui consiste à ne plus voir le Palestinien. Donc ça la déshumanisation, elle est un peu réciproque quand même, aussi, parce qu'ils ne se connaissent plus. Oui, ils ne se connaissent plus, mais ça a permis au ministre israélien de la Défense de parler d'animaux humains. C'est quand même un terme terrible qui a été utilisé. Et donc, pour une partie, parce qu'il faut évidemment on ne peut pas parler des Israéliens, ça n'a aucun sens. Mais en tout cas, pour ce gouvernement israélien et une partie de la société israélienne, les Palestiniens n'existent pas. Ils n'ont pas, on ne leur accorde pas le droit d'exister, d'où la possibilité de les expulser, qui partent. On s'en moque, on ne veut plus les voir. Ils n'ont plus de... Ils ne peuvent plus exister pour une partie des Israéliens. Georges Malbruno. Ce qui me semble important de souligner, c'est qu'on a souvent tendance à dire, bon, il y a un gouvernement extrémiste en Israël et il y a une société israélienne qui est favorable à la paix, etc. Non. Si on regarde les derniers sondages, c'est une illusion totale. Absolument. 82% des Israéliens soutiennent, d'après le sondage Haaretz, l'épuration ethnique à Gaza. Ouais. Un autre sondage de Maariv qui a été publié fin mai, 43% trouvent que l'armée israélienne opère avec une intensité appropriée à Gaza et 27% avec une intensité insuffisante. Ça veut dire 70% soutiennent les massacres qui ont lieu. Donc je crois qu'il faut qu'on sorte de cette idée que Netanyahou est seul. Il n'est pas seul, et son gouvernement, ils sont appuyés aujourd'hui. Et ça, c'est aussi le résultat, effectivement, du massacre terrible du 7 octobre. C'est le résultat du massacre, tout à fait. Les Israéliens sont encore dans cette optique de vengeance, qu'on peut comprendre, mais bon, on n'est plus le 7 octobre, parce que depuis, il y a eu quand même d'autres massacres. Et puis aussi, c'est le résultat, je crois aussi, d'une espèce d'hubris qui a été transmis par Benjamin Netanyahou, qui a remporté des succès tactiques importants quand même. L'élimination de Nasrallah, l'affaiblissement du Hezbollah, l'élimination des chefs du Hamas, d'annier à Téhéran, etc. Mais l'incapacité, comme tu disais, d'offrir une réponse politique uniquement sécuritaire. Et donc, les Israéliens pensent que, d'un point de vue sécuritaire, ils vont réussir, encore une fois, à soumettre les Palestiniens. Et donc, ils sont sur cette illusion-là. C'est une illusion terrible. En face, l'ennemi des Israéliens n'offre pas non plus de solution politique, puisque le Hamas n'a jamais reconnu même le droit à l'existence d'Israël, alors que les signataires des accords d'Oslo dont je parlais de 93, le Fatah, mais qui ne contrôle pas, qui a été évincé par les armes de la bande de Gaza, par les islamistes du Hamas, le Fatah, évidemment, reconnaissait le droit d'existence d'Israël. Et en fait, le drame de cette population palestinienne, c'est d'être prise en étau entre, à l'intérieur, une dictature islamiste qui a fait les mauvais choix, parce qu'elle aurait très bien pu faire le choix du développement de Gaza. Moi, j'ai assisté au retour d'Arafat. Non, il faut remonter très loin. L'histoire, ça compte. L'histoire, c'est peut-être le passé, mais l'histoire explique le présent. 94, l'histoire explique le présent. Et c'est-à-dire que moi, il y avait un aéroport, Arafat est venu à l'aéroport, j'étais là. D'ailleurs, qui a été détruit par Israël. Voilà, plus tard. Mais en 93-94, qu'est-ce qui s'est passé? Qui a dénoncé les accords? Les gens du Fatah, ils embrassaient les soldats israéliens. C'est le Hamas qui a organisé toute une série d'attentats terroristes. Et l'extrême droite israélienne, Renaud. Qui a tué Rabin, absolument, 84. Donc effectivement, ils sont pris en étau entre deux maximalistes. Exactement. Le maximaliste de l'extrême droite qui dit toute la Palestine mandataire du mandat britannique nous appartient, et le maximalisme du Hamas qui dit, en fait, la Palestine est terre d'islam, et donc les Juifs n'ont rien à y faire. Bon, revenons à la stratégie d'Israël. Si il est, de votre avis, unanime, impossible d'envisager ce nettoyage ethnique de la bande de Gaza, le départ de tous les Palestiniens,
l'alternative, c'est qu'Israël va se retrouver à devoir gérer ce territoire. Oui, quelle autre possibilité, bien sûr, Agnès c'est pour Levallois? ça pour l'instant, il y a de la part de Netanyahou aucune perspective qui est en train de se dessiner. Aujourd'hui, la seule stratégie d'Israël, enfin de l'armée, c'est de continuer à bombarder tous les jours sans qu'on comprenne aujourd'hui quels sont les objectifs de guerre, à part de dire que c'est pour la libération des otages israéliens retenus par le Hamas, ce qu'on peut tout à fait concevoir, sauf qu'en bombardant comme ils bombardent, je ne vois pas comment les otages vont pouvoir ressortir vivants. Et il y a même un ancien otage qui estime qu'il y a une quarantaine d'otages qui sont morts directement à cause de la pression militaire bien sûr, et ça, israélienne. Ça paraît de toute façon tout à fait évident. Donc Netanyahou, qui n'a aucune perspective politique, est engagé dans une fuite en avant, ne sachant rien faire d'autre que de faire la guerre, pour aussi ne pas perdre le soutien de son extrême droite, parce que ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que pour Netanyahou, il y a un enjeu de politique intérieure, c'est que le jour où il accepte d'arrêter la guerre, d'arrêter les bombardements, en fait, ses ministres d'extrême droite démissionnent, et à ce moment-là, sa coalition tombe. Et lui se retrouve, alors qu'il est en prise avec des procès, il se retrouve en première ligne avec le risque d'être mis en difficulté. Donc on est dans une situation qui est absolument, me semble-t-il, inouï d'un Premier ministre qui continue une guerre sans qu'on comprenne les objectifs, puisque les objectifs qu'il déclare, il ne peut pas les atteindre, il ne peut pas faire disparaître le Hamas. On le voit, c'est au bout de 20 mois, avec les moyens militaires dont il dispose, il n'a pas réussi à faire disparaître le Hamas, il ne le fera pas plus disparaître dans 15 jours, 3 semaines ou dans 6 mois, donc ça n'a aucun sens. Il ne peut pas faire libérer les otages de cette façon-là. Tous les otages qui ont été libérés depuis le début de cette guerre l'ont été par la négociation et non pas par les bombardements tels que c'est affiché par l'État d'Israël. Donc c'est quand même un élément important à prendre en compte. Et on a donc ce Premier ministre qui est dans ses objectifs de guerre qu'il ne peut pas atteindre, et de l'autre côté, s'est complètement enfermé dans une situation où il n'y a pas de solution politique possible à ses yeux, sinon sa coalition tombe et il disparaît politiquement, et pour lui c'est absolument inenvisageable. Donc fuite en avant, stratégie à très court terme, mais très très court terme, tout ça se faisant à un prix humain inimaginable pour les Palestiniens et rendant tous les jours un peu plus difficile une perspective de quoi après tous ces massacres. Il y a une interview intéressante cette semaine dans Le Point d'un ancien général qui dirigeait le Conseil de sécurité nationale israélien, et il dit, regardez l'Irak, regardez l'Afghanistan, regardez nous au Liban, les Israéliens, il est impossible de gérer un territoire où la population civile est mélangée avec les terroristes. Oui, c'est impossible militairement de le faire. Nous-mêmes, nous avons connu cette situation en Algérie, on n'a pas réussi. On avait une très bonne Donc ça veut dire que Netanyahou s'est mis dans une situation où il doit s'occuper de ce qu'il reste de Gaza, et c'est la garantie d'attentats, de violences mais il peut y avoir aussi, Netanyahou avance et peut avancer tant qu'il a l'aval américain. Pour l'instant, les États-Unis ne lui ont pas... Ne le lâchent pas, Alors on va y venir sur l'attitude de la communauté internationale, mais... Et puis, je suis d'accord, moi aussi, je conçois comme quelque chose d'absolument inimaginable le déplacement des Palestiniens de Gaza. Mais il y a quand même un sondage, il n'y a pas très longtemps, réalisé par l'Institut de sondage palestinien qui est assez crédible, au terme duquel 50% des Palestiniens de Gaza étaient prêts à partir. Donc, parce qu'ils n'en peuvent plus. Parce qu'ils n'en peuvent plus. Alors partir, ça ne veut pas dire partir pour tout le temps, mais dans l'esprit des Palestiniens, c'est partir pour revenir. Dans l'esprit de Benjamin Netanyahu, enfin, ils ont l'expérience de la Nakba pour ne pas revenir. Ils savent que quand on part, on ne revient pas. D'ailleurs, c'est ce qu'a dit le secrétaire d'État, l'ancien secrétaire d'État américain Anthony Blinken, qui, dans une interview au Figaro, a dit qu'il avait la première conversation qu'il a eue avec Netanyahou, et où Netanyahou lui a dit on va vider la bande de Gaza pour nettoyer du Hamas. Et il lui a répondu, personne ne vous croira si vous dites qu'ils vont revenir un jour. Bien sûr. Et donc, on ne vous soutiendra pas, nous, Washington, là-dessus. En fait, Israël n'arrive pas à assumer aujourd'hui une erreur stratégique. C'est très difficile pour les pays d'assumer des erreurs stratégiques. Nous-mêmes, les Français, nous en avons fait. La colonisation de l'Algérie était peut-être une erreur historique de Charles X et de Louis-Philippe. En tout cas, il y a des erreurs historiques. Et l'erreur historique récente qu'a fait Israël, c'est en 1967, dans la guerre contre l'Égypte, ils occupent en passant Gaza. Mais ils auraient très bien pu s'en retirer. Maintenant, les Égyptiens, voilà. Ils ne l'ont pas fait. Et puis, il y a une deuxième occasion, ils ont négocié. C'était Begin. Begin, le même parti, influencé par Jabotinsky, le même parti que Netanyahou. Le père est un compagnon de route de Jabotinsky. Ouais, tout à fait.
Et donc Jabotinsky, c'est le grand penseur du grand Israël, voilà, mais qui est mort en 1940 à New York. Bon, bref, eh bien, quand Begin a négocié avec Sadat, il n'a pas réussi, il aurait dû faire des concessions sans doute, la paix, il n'a pas réussi à le convaincre de reprendre Gaza. Peut-être qu'il aurait dû demander de l'argent américain, mais ça c'est une erreur stratégique. Ils n'ont pas vu, parce que à l'époque les Palestiniens étaient assez doux, fournissaient des travailleurs en Israël, etc. Et ça c'est une très grave erreur stratégique. Je voudrais qu'on écoute ce qu'a dit récemment Benjamin Netanyahou à propos de sa stratégie à Gaza. מתחילת המלחמה אמרנו שכדי להשלים את הניצחון, להכריע את החמאס ולשחרר את כל חטופינו, שתי משימות שמשולבות זו בזו, יש תנאי אחד הכרחי. אסור לנו להגיע למצב של רעב, גם מבחינה עניינית, גם מבחינה מדינית. פשוט לא יתמכו בנו, לא נוכל להשלים את משימת הניצחון. יש לנו מלחימה עצומה, עצימה ועצומה, ויש התקרבות, אנחנו הולכים להשתלט על כל שטחי הרצועה. Alors il faut éviter une famine pour des raisons diplomatiques. La phrase a choqué, c'est évidemment. Le cynisme de Netanyahou, tout à fait. Mais il annonce ce qui se passe et même Donald Trump, qui est le plus grand allié d'Israël, a parlé de beaucoup de gens qui sont affamés. Et donc, effectivement, tactiquement, il fallait éviter. Mais là, il fait quoi? Il se justifie aux yeux du monde ou bien il se justifie aux yeux de sa coalition et des extrémistes de sa coalition pour dire désolé, mais on ne peut pas continuer à... Du monde, plutôt. Il faut dire que l'aide humanitaire a été bloquée pendant 80 jours. Mais elle l'est toujours, honnêtement, avec ce qui rentre. Il y a quelques camions qui entrent. Il se justifie aux yeux du monde parce qu'il était sous la pression, quand même, je l'ai dit, Donald Trump, Macron et d'autres. Enfin, il faut faire passer. Alors tout ça, ça nous amène à une question un peu délicate, qui est la bataille des mots. Le mot de génocide a été prononcé à propos de Gaza. Le mot aussi de futuricide. On détruit le futur à Gaza. Est-ce que c'est utile d'en venir à ce type de vocabulaire? Est-ce que c'est adapté? Qu'en pensez-vous? Moi, je pense que c'est toujours important de mettre des mots sur les situations, c'est-à-dire de ne pas tourner autour du pot. Je pense qu'il faut nommer ce qui se passe. À Gaza, on est actuellement face à une épuration ethnique, c'est clair, des crimes contre l'humanité, non-respect du droit international humanitaire. Certains utilisent le terme de génocide, et je pense que ce terme, ou en tous les cas d'intention génocidaire, je pense que c'est un terme qui aujourd'hui, effectivement, correspond à une réalité. Futuricide, écocide, enfin, je pense qu'on peut prendre tous les signes. Il y a 50 millions de tonnes de gravats et d'obus. On dit qu'il faudrait minimum 15 ans donc, simplement pour déblayer et permettre la reconstruction. Et ça rejoint à ce que je disais tout au début, c'est que même les terres ne sont plus cultivables avec tout ce que ça implique. Et c'est le vrai but de guerre de Netanyahou, c'est de rendre cette terre inhabitable, invivable, etc. Et dans 15 ans, peut-être que des Israéliens viendront s'y réimplanter, mais en attendant, d'ailleurs Trump l'a dit, mais qui va habiter à Gaza au cours de ces 5 ans? Dans ce cas-là, ça va devenir un geste humanitaire de sortir les habitants d'un endroit inhabitable. Et ça sera volontaire et non pas forcé. L'objectif aujourd'hui, c'est de pousser les Palestiniens, effectivement à partir, le seul problème c'est qu'ils n'ont nulle part où aller et que personne n'en veut, mais de faire en sorte, et Smotrich, qui est ce ministre extrême droite, a quand même créé l'administration de l'émigration volontaire. Tout est dit. Donc, de pousser les Palestiniens, enfin les Gazaouis, la situation étant invivable, et comme l'a dit Trump, nous, les pauvres Palestiniens, il faut qu'on les aide à partir parce qu'ils ne peuvent pas vivre là où ils sont. Donc, on va tout mettre en place pour les aider à partir. Ce n'est pas parce qu'on est méchant, mais c'est simplement pour leur bien-être. Alors moi, je n'emploierai pas le terme de génocide, je ne l'emploierai pas, parce que d'abord, Israël, dans son histoire, n'a pas eu d'intention génocidaire. Je vais vous en apporter la preuve immédiatement. Après la Nakba, qui veut dire la catastrophe en arabe, 1948. Donc, 1948, les Arabes qui ont déclenché la guerre contre l'État indépendant d'Israël accordé par l'ONU se retirent, et se retirent donc sur cette
bande de Gaza, et il y a 200 000... Ils ont été un peu poussés. Un peu poussés, il y a la guerre, c'est une guerre qu'ils ont perdue, effectivement, qu'ils pensaient gagner, puisque tous les pays arabes étaient avec eux, mais les Juifs se sont bien battus, ils l'ont perdu. Ils ont été expulsés. Et donc ils ont été... beaucoup ont fui parce qu'ils avaient peur, ou beaucoup aussi ont été expulsés, il y a les deux, et l'historiographie d'ailleurs israélienne a très bien expliqué les deux choses, les deux phénomènes, la peur, ils pensaient revenir 15 jours après, et certaines expulsions ordonnées par le Premier ministre Ben Gurion de l'époque, parce qu'il y a une historiographie israélienne libre, et qui nous raconte effectivement comme les choses se sont passées. Alors, il y en avait 200 000 qui sont partis, la Nakba c'est 700 000, donc il y en a qui sont partis au Liban, en Jordanie, en Syrie et à Gaza. Et donc, il y en a 200 000 qui se sont retrouvés à Gaza. Ces 200 000 sont aujourd'hui 2 300 000. Donc, il n'y a pas eu de génocide de la part d'Israël qui, effectivement, contrôle la région depuis cette époque. Personne n'applique le terme à l'ensemble de l'histoire d'Israël ou de ses politiques. Aujourd'hui, voilà. Ouais. Alors, voilà. Aujourd'hui, certains on observe quand même qu'il y a une définition de l'ONU dans laquelle rentrent dangereusement les politiques de Benjamin Netanyahu. Là, effectivement, qu'il y ait une volonté, elle n'est pas avouée, mais elle sort de tout, on la sent. De fait. De fait, on la ressent bien dans les déclarations des uns et des autres. Le rêve israélien, effectivement, c'est que ces Palestiniens aillent en Jordanie. Ils vous le disent, mais ils le disent ouvertement. Il y a 20 pays arabes autour, pourquoi on crée un 21e? Et d'ailleurs, ils seraient dans la Palestine, ces Palestiniens, parce que toute l'explication israélienne, c'est de dire qu'en 1917, on donne la Palestine, mais qui comprenait à l'époque la Jordanie, c'est la déclaration Balfour, un foyer national juif dans la Palestine, mais que juste avant de vraiment préciser les frontières, les Britanniques ont créé la Transjordanie. Donc les Juifs de droite disent ils n'ont qu'à aller en Jordanie. La Jordanie, le problème, ne veut pas de ces Palestiniens. On a déjà peut-être 70% de sa population. Donc elle ne les veut pas. Donc qu'il y ait effectivement une intention d'expulser une grande partie de la population palestinienne, c'est avéré. L'autre jour, le conseiller de Netanyahou, à qui je disais encore la solution aux deux États me semble la meilleure, il me disait non, moi je suis pour la solution Trump. La solution Trump, ça veut dire on fait Deauville à Gaza, très bien. C'était d'ailleurs une sorte de Deauville autrefois. C'est Deauville sous stéroïdes. Voilà, au Dubaï, on fait Dubaï à Gaza. Mais ça suppose effectivement une expulsion. Donc le terme, si quelqu'un emploie le terme de futuricide, c'est-à-dire qu'on détruit la possibilité de bâtir d'un avenir palestinien à Gaza, c'est bien, effectivement, ce qui semble être le cas, puisque sinon on ne détruirait pas toutes les infrastructures. On a détruit des universités, on a détruit des routes, les cimetières, ce qui veut dire, c'est pour ça que je pense qu'on va au-delà, c'est qu'il y a vraiment une volonté de faire disparaître toute trace de l'histoire des Palestiniens. Quand toutes les écoles, les universités, les cimetières, les mosquées, les églises sont touchées, ça veut dire que on touche véritablement à l'histoire de la Palestine, à la mémoire des Palestiniens, et que quand un des ministres du gouvernement actuel dit il faut terminer le travail de 48. Ça a été dit publiquement. Ce qui est sidérant quand même dans cette guerre à laquelle on assiste, c'est que les propos sont tenus ouvertement, publiquement, les propos les plus insensés qu'ils soient, et qui passent sans que ça provoque quand même de réaction. Ils disent il faut terminer 48. Terminer Alors 48, justement, c'est quoi? C'est faire partir et essayons d'examiner un peu comment réagit la population israélienne à ce spectacle. On va parler de la communauté internationale qui globalement est quand même très choquée, pas toujours active, mais les Israéliens, il y a beaucoup de manifestations, les familles d'otages sont regroupées en collectif,
il y a des protestations presque tous les jours devant le bureau du Premier ministre, mais etc. Ça ne fait pas un bloc majoritaire. Enfin, il manque mais d'un autre côté, il y a ce sondage, par exemple, ces sondages, 82% qui est énorme. C'est énorme. 70% trouvent que la réponse de l'armée est appropriée ou pas suffisante. Donc, il y a un vrai consensus, ou un vrai appui de la société israélienne dans sa majorité. Alors, ça veut dire que c'est à la communauté internationale de réagir Ça veut dire que c'est aux États-Unis. La communauté internationale, ça ne veut rien dire. Ça veut dire que cette guerre s'arrêtera lorsque Trump dira à Netanyahou « Je te fournis plus d'armes et tu dois cesser ». Sinon, elle continuera et on ira... Pour vous, c'est aussi simple que ça? En tout cas, tout le monde connaît l'adresse. Et alors les Français, les Européens, les Allemands... Les Européens peuvent, à travers l'accord d'association, à travers les relations commerciales... Très lentement, voilà, ils pourraient être beaucoup plus actifs, mais on connaît la situation, à savoir compliqué d'avoir une position unie de la part l'Allemagne qui votera des sanctions. Donc effectivement, tant que Trump cautionne, même avec quelques réserves et qu'avec quelques critiques, je veux dire, la guerre continuera et on assistera. Et effectivement, pour l'instant, il continue à donner des armes, mais il dit qu'il voudrait que ça s'arrête le plus vite possible. Ben oui, parce que ce qui embête vraiment beaucoup Trump avec cette situation, c'est que Trump, il veut faire des affaires. Il veut, en particulier avec l'Arabie Saoudite, on l'a vu lors de sa tournée dans les pays du Golfe et avec le prince héritier saoudien, lui veut faire un grand Moyen-Orient avec plein de business, plein d'argent, même à titre personnel. On a vu quand même la position de ses fils qui sont partis pour le business personnel de cette famille. Et la guerre à Gaza, ça contrarie ses projets, parce que l'idée... On reprend les fameux accords d'Abraham, les accords de normalisation qui avaient été signés en 2020 entre Israël et certains pays arabes. L'Arabie Saoudite devait rejoindre ce mouvement parce que c'est quand même le gros morceau de la région. C'est beaucoup plus intéressant faire du business avec l'Arabie qu'avec les Émirats arabes unis et encore moins avec Bahreïn, évidemment. Donc l'idée de Trump, c'est qu'il veut travailler librement avec l'Arabie Saoudite. Pour ça, il faut effectivement... Son rêve, c'est que l'Arabie normalise avec Israël, mais que le 7 octobre a fracassé ce rêve parce que évidemment que la population en Arabie Saoudite est vent debout contre Israël, estimant que toutes ces images de ces massacres à Gaza au quotidien empêchent MBS. Et MBS a besoin du soutien de sa population. Dans le cas de la transition politique, le jour où le roi meurt, MBS, qui évidemment sera le prochain roi, mais pour cela, il a quand même besoin du soutien de la société, de la population saoudienne, et donc il ne peut pas se permettre de passer outre les sentiments qu'éprouvent aujourd'hui les Saoudiens à l'égard de ce qui se passe à Gaza. Tous ces États arabes ne sont pas prêts, comme ils l'ont montré depuis 70 ans, ne sont pas prêts à accepter leurs frères. Ils combattent dans la rue, ils manifestent pour leurs frères palestiniens, mais il ne serait pas question évidemment de les accepter comme réfugiés chez eux. C'est une politique constante parce que le Liban... moi, je me souviens, j'étais petit au Liban, j'avais 10 ans avec mes parents et on est passé devant une sorte de truc qui ressemblait à une prison avec des barbelés. C'était au sud de Beyrouth et j'ai dit à mon père, on revenait de la plage, j'ai dit c'est une prison, ça? Bien non, c'est un camp palestinien. Il y a eu des barbelés parce qu'il ne fallait surtout pas que les Palestiniens, les Arabes, s'intègrent dans ces sociétés où ils étaient, donc au Liban, en Syrie, etc. Et effectivement, c'est un problème. Tout ça est connu. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que Trump va finir par siffler la fin de la partie et dire mes priorités, c'est effectivement d'élargir les accords d'Abraham, de pacifier le Moyen-Orient. Est-ce que Trump peut lâcher Benjamin Netanyahou, selon vous? Oui, en trouvant une solution, peut-être en disant que la moitié en achetant ou en payant ou avec la diplomatie, l'Égypte, qui a des finances extrêmement médiocre, et si effectivement l'Égypte pourrait peut-être accepter 1 million de Palestiniens et laisser 1 million, essayer de reconstruire. Mais lâcher Netanyahou, non. Moi, je pense qu'il peut lâcher Netanyahou, ils peuvent lâcher, pas tous en même temps. Oui, pas Israël. Il peut bien sûr lâcher Netanyahou. Il y a eu quand même, il faut se rappeler que l'accord de cessez-le-feu au Liban, Netanyahou n'en voulait pas, Witkoff, Trump lui a tordu le bras. Le premier accord de cessez-le-feu, le 16 janvier, entre le Hamas et Israël, Witkoff a tordu le bras un jour de Shabbat à Benjamin Netanyahou. Donc il peut y avoir une colère de Netanyahou, de Trump contre Netanyahou. Et donc
voilà, je pense que sinon on va continuer dans cette logique-là. Je ne l'exclus pas parce que Trump a des soutiens effectivement autour de lui, des néo-évangélistes, etc., très pro-israéliens. Oui, qui sont plus pro-israéliens que les Juifs américains. Mais il a aussi des gens qui sont contre une intervention et qui sont comme lui, qui veulent un Moyen-Orient pacifié. Parce que, si vous voulez, ce qui est regrettable à travers tous ces événements, c'est que, et cette politique quand même israélienne à Gaza, c'est qu'Israël est en train non seulement de se faire beaucoup de mal, Netanyahou, fait beaucoup de mal aux Israéliens, mais il est en train de provoquer que le monde arabe lui tourne le dos. Parce que les accords d'Abraham, c'est fini. Aujourd'hui, quand vous allez en Arabie Saoudite, quand vous allez en Égypte, quand vous allez ailleurs, l'Égypte c'est différent, mais il n'est plus question d'avoir une paix. Et même en Arabie Saoudite, aujourd'hui, les dirigeants saoudiens vous disent « mais nous, on n'a pas besoin d'Israël, d'avoir une normalisation avec Israël. Qu'est-ce qu'Israël nous apporte ? Des informations en termes de renseignement. On les a déjà un petit peu parce qu'on collabore. Sur le reste, les affaires, on va les faire avec les Américains, avec l'Iran, avec le voisinage. Donc, c'est ça qui est regrettable. C'est ce que les Israéliens ne comprennent pas, c'est qu'aujourd'hui, ils risquent l'isolement international. Oui, l'isolement international et le fait que le monde arabe qui était prêt à les accepter avant le 7 octobre, eh bien aujourd'hui, voyant ce qui se passe à Gaza, dit nous ne souhaitons pas, nous ne voulons pas. Nous ne voulons pas d'une normalisation. On va parler un petit peu de l'Europe. Pardon Renaud, on va parler un petit peu de l'Europe. Je voudrais qu'on écoute ce qu'a dit récemment le président Macron lors de sa tournée en Asie. If we abandon Gaza, if we consider there is a free path for Israel, even if we do condemn the terrorist attacks, we kill our own credibility in the rest of the world. And this is why we do reject double standards, and this is why I think it's very important in our current environment to be consistent and to follow our principles, our rules, and to consider that what is at stake is clearly the global order, and what is at stake is our credibility to protect this global order. Alors les Européens ont été accusés de faire du deux poids deux mesures, notamment par rapport à leur attitude auprès de la défense de l'Ukraine, la critique de l'agression russe en Ukraine et leur silence sur la guerre à Gaza. Aujourd'hui, la France prend la tête d'un mouvement qui veut reconnaître un État palestinien au moment où il est le moins susceptible de se concrétiser, peut-être. Ça vous inspire, Renaud ? Effectivement, que la France continue à défendre l'idée qui me semble la seule, si on a une autre, qu'on nous l'apporte, qui est de deux États vivant côte à côte, en paix, un État arabe, un État juif, qui était l'idée initiale d'ailleurs, dès les années 20. En revanche, je ne suis pas pour reconnaître l'État palestinien aujourd'hui, parce que je ne suis pas pour la diplomatie du wishful thinking. Il faut être réaliste, il faut prendre les réalités telles qu'elles sont. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire si on ne fait pas ça, Agnès Levallois ? Je dois dire que moi, je pense qu'il faut absolument reconnaître cet État palestinien, pour une raison très simple, c'est que ça permettrait de remettre le droit international au centre. C'est-à-dire qu'il était prévu que cet État existe, cet État doit exister, et c'est la seule façon de sortir de l'impasse dans laquelle nous sommes aujourd'hui, puisque nous sommes dans une situation où c'est le sécuritaire qui prime, et il n'y a que l'option militaire sur la table. Donc il faut sortir de cela, et pour provoquer la situation, je pense que la reconnaissance d'un État palestinien, qui n'arrêtera pas le massacre, et donc ça ne veut pas dire qu'il faut simplement se satisfaire, si je puis dire, de cette reconnaissance de cet État palestinien, mais ça permet d'afficher, de reconnaître que la seule solution politique, c'est de passer par la création de cet État pour aller vers la solution à deux États. Comment aller vers la solution à deux États si on n'a pas un État palestinien ? Mais on va reconnaître un État sans dire quels sont ses frontières. Oui, c'est tout à fait possible. Mais bien sûr. Georges Bruno. Non, c'est tout à fait possible. Je pense qu'il faut le faire, comme l'a dit Macron, par devoir moral. Absolument. Et puis aussi en restant dans la continuité. Renaud, si voit qu'il y a un sens de l'histoire, il faut revenir en 1978. Oui, mais vous nous ramenez un peu trop tous les deux en arrière. On est dans la continuité. Le présent est déjà complexe. Non, mais je veux dire, c'est un conflit historique. 79, Giscard, la déclaration de Venise. 82, Mitterrand à la tribune de la Knesset. Donc on est logique avec nous-mêmes en reconnaissant un État palestinien.
palestinien. Comme tu l'as dit, on l'inscrit. Et puis alors, l'État palestinien, aujourd'hui, on dit ce serait une récompense au Hamas. C'est exactement le contraire. Si on veut lutter contre le Hamas, il faut aider ceux qui veulent créer un État palestinien qui soit contre le Hamas, c'est-à-dire l'autorité palestinienne. Mais quel est le sens ? C'est bien pour ça que Netanyahou, lui qui n'en veut pas, voulait aider quel est le Hamas. Sens de créer un État palestinien et de le lâcher aussitôt ? C'est pas créer, de le reconnaître, pardon, et de ne pas le soutenir et de le laisser à la merci d'une guerre qui Non, mais l'idée, en reconnaissant l'État palestinien, et pour ça, il faudrait effectivement que la France puisse entraîner d'autres pays européens, parce que je rappelle quand même qu'il y a une partie des États européens qui ont déjà reconnu l'État de Palestine. Il manque des pays forts, donc on pense à la France évidemment, l'Allemagne, alors la Grande-Bretagne, si elle n'est plus dans l'Union européenne, mais c'est quand même un pays important, l'Italie, qui n'a pas encore reconnu. Et donc l'espoir ou l'idée de Macron, c'est de pouvoir entraîner les pays européens qui, pour l'instant, ne sont pas rentrés dans cette dynamique pour présenter ça comme un fait accompli, à partir duquel, eh bien, ça contraindrait Israël, même si Israël dit le contraire, mais à bouger en se disant, bon là, on a atteint un stade où on ne peut plus continuer indéfiniment comme ça, et donc maintenant, il faut prendre acte de cette reconnaissance de l'État palestinien. Alors, ça va être compliqué, parce qu'Israël n'est absolument pas dans cette logique aujourd'hui. Il faut comprendre, on dit tout à l'heure, ça ne viendra pas pour l'instant la société israélienne. Donc, il faut essayer par tous les moyens de contraindre cette société israélienne à s'emparer de cela. Benjamin Netanyahou a dit au président français, si vous reconnaissez un État palestinien, vous êtes du mauvais côté de l'histoire et de l'humanité. Mais bien sûr, mais ça c'est la rhétorique. Donc ça va être, non, mais ça veut dire qu'il y a un combat politique à livrer face à Israël pour dire non, la reconnaissance de l'État palestinien, ce n'est pas un acte anti-israélien, anti-sioniste. Oui, et c'est comme tu l'as dit, je crois que c'est pour montrer aux Israéliens que cet État palestinien qui serait un État évidemment sans le Hamas, c'est la seule solution justement pour vivre en paix. Et c'est aussi. C'est un État sans territoire, c'est pas grave. Non, mais c'est la reconnaissance. On n'est pas dans la création. Après, il faudra passer. Ce qui sera difficile, c'est d'obtenir que le Hamas aille en Algérie, qui est prêt à les prendre, parce qu'effectivement, on peut comprendre que les Israéliens ne veulent plus. Après ce qui s'est passé le 7 octobre, du Hamas à ses frontières. Mais apparemment, et ça, c'est légitime. Le Hamas, on sera à leur place, on ferait la même chose. Mais la question, le Hamas est une composante de la vie politique palestinienne, que ça nous plaise ou pas, que ça plaise aux Israéliens ou pas. C'est une réalité. Ce qu'il faut faire, c'est donner tous les outils à ceux qui ne sont pas le Hamas pour que le Hamas soit affaibli à un point tel qu'il ne puisse plus représenter un danger pour les Palestiniens et pour les Israéliens, mais aussi pour les Palestiniens. Une partie des Palestiniens aujourd'hui ne veut plus du Hamas. Donc, en permettant la création, la reconnaissance... D'ailleurs, ça a été réprimé très violemment par le Hamas. Il y a eu des manifestations contre le Hamas. Et Israël qui a aussi joué... Enfin bon, ça sera un autre débat. Enfin, il y a eu des manifestations. Il y a eu des manifestations. Donc c'est pour ça que je pense qu'en reconnaissant un État palestinien, on aide les Palestiniens qui ne veulent plus du Hamas. Et donc ça permet de passer à une autre étape. Je ne dis pas que tout ça va être facile. On est face à une situation absolument épouvantable. Mais essayons de trouver les quelques voies, même si elles sont très difficiles, pour permettre de sortir de ce cauchemar absolu. Et la reconnaissance de l'État palestinien, on n'a pas beaucoup de cartes entre les mains. Qu'est-ce qu'on a comme carte ? Celle-là, à mon avis, c'est une des cartes dont on dispose. Et donc, il faut que la diplomatie internationale s'en empare. Et je trouve que c'est très bien que le président Macron se soit lancé dans cette Apparemment, ces derniers jours, le Hamas a accepté, la direction du Hamas a accepté un plan de Witkoff, l'émissaire américain, qui prévoirait de céder le pouvoir à ce qu'ils appellent un comité professionnel. Non, le Hamas, depuis janvier, est d'accord avec ça. Le Hamas n'est pas d'accord avec son désarmement. Parce que le Hamas, c'est un petit peu comme le Hezbollah au Liban. Le Hamas veut bien ne plus gouverner Gaza, d'autant que ça va être très compliqué de gouverner Gaza. Après, il n'y aura plus rien. Mais en revanche, veut garder sa capacité militaire. Et c'est ce que tout le monde lui dit, il faut désarmer. Et le débat, il est là aujourd'hui. Sauf qu'aujourd'hui, quand même, le Hamas a été, comme je le disais tout à l'heure, disloqué militairement. La plupart des cadres, des hauts cadres ont été tués. Donc, le désarmement du Hamas est un objectif qui est atteignable à relativement court terme. On parlait en janvier de l'expulsion de 5000 commandants. Aujourd'hui, ils sont quasiment plus là parce qu'il reste quelques grands chefs. Mais, donc, voilà, aujourd'hui, on est sur une position où il faut
faut trouver un moyen de terminer le désarmement du Hamas et ensuite, effectivement, d'envoyer à Gaza l'autorité palestinienne avec des forces arabes, etc. Ouais. Mais c'est très compliqué parce que le Hamas existera encore, mais... L'autorité palestinienne ne se précipite pas non plus à Gaza, on peut les comprendre, mais ils ont déjà du mal à affirmer leur autorité en Cisjordanie. L'autorité palestinienne, à juste titre, revitalisée, parce que Mahmoud Abbas a 90 ans. Je veux dire, le problème de ce conflit, c'est qu'il faut changer les leaderships israéliens et palestiniens. Donc ça fait une tâche énorme. Le Hamas, Mahmoud Abbas et Benyamin Netanyahou. C'est vrai que tant qu'on aura... On peut dire... il s'agit de faire en fait l'Europe, le défi de l'Europe, puisque... Je vous ai interrogé sur la politique web, c'est de réussir, ça va être très difficile effectivement, de réussir à faire le bonheur d'Israël malgré les Israéliens. Parce que c'est vrai que tactiquement, une victoire, même pas complète, de Tsahal, de l'armée israélienne contre le Hamas, mais stratégiquement, ce que Israël a perdu est énorme, parce que c'est un pays qui est ouvert sur le monde, dont les habitants voyagent, qui fait du commerce, qui était même, dans les années 60, un modèle, qu'on donnait une sorte d'État scout modèle, et tout ça est perdu, toute cette réputation est complètement perdue. Et donc, l'idée, c'est effectivement de faire comprendre comment un enfant qui ne veut pas prendre un médicament, si vous voulez, de faire comprendre par la force, donner le médicament par la force à l'enfant, pour le bien de l'enfant. Oui, mais est-ce qu'on a le médicament, Renaud Girard ? On a vraiment le médicament ? Je crois que le médicament, mais ça supposerait, et ce qu'on n'a pas envie de faire, une sorte de faire la police à Gaza à la place des Israéliens, de faire une sorte de colonisation de Gaza. Est-ce qu'il faut une grande conférence internationale, comme dans les années 90, la conférence de Madrid, prendre tout le monde autour d'une table ? Vous n'avez pas les acteurs. Côté palestinien, il y a une autorité palestinienne qui est déliquescente, avec un Hamas qui est toujours là. Côté israélien, vous savez... Vous avez quand même Trump qui a négocié directement avec les gens du Hamas pour obtenir la libération d'un otage américain. Aux grandes dames de Benyamin Netanyahou. C'est pour ça que moi je suis... Donc pourquoi pas les mettre tous autour d'une table, c'est envisageable. Dans un premier temps, ça peut être qu'une décision américaine pour arrêter la guerre, et dans un deuxième temps, on peut envisager une conférence. Mais à ce stade, faire une conférence avec qui ? Ce qu'il faut, c'est aujourd'hui arrêter le massacre. Je crois qu'il n'y a vraiment pas d'autre... C'est vraiment l'urgence absolue. Et ça, c'est Trump. Et ça, il n'y a que Trump aujourd'hui. Accompagnés par les Européens. Moi, je reste persuadée, tout le monde n'est pas d'accord, mais que les Européens associés aux Américains, ça peut représenter un poids. Parce que Israël, le premier partenaire commercial, économique d'Israël, c'est l'Union européenne. Toute la coopération scientifique dans la recherche, Israël bénéficie de budgets européens très importants, et c'est essentiel pour ce qu'est l'État d'Israël. Donc, on a des leviers, les Européens. Et Macron y a fait allusion, d'ailleurs. Oui, tout seul, c'est insuffisant. Oui. Mais une association Trump-Union européenne, là, je ne vois pas comment Israël pourrait continuer à résister si vraiment on arrivait à faire quelque chose. D'autant plus que la population israélienne est quand même culturellement, affectivement, scientifiquement très proche des Européens ou des Américains. Quand vous êtes français, vous promenez en Israël, vous n'avez pas vraiment l'impression, parfois, vous avez l'impression d'être en France, parce que beaucoup de gens parlent français d'abord, c'est un grand pays francophone. Voilà, c'est un pays très, 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 très proche. Et les Israéliens sont très proches de nous. Et je pense effectivement qu'ils n'accepteraient pas une scission, un fossé institué, une barrière instituée entre eux, la société israélienne, et les sociétés occidentales, américaines ou européennes. Oui. Et qu'ils pourraient faire à ce moment-là, c'est-à-dire que s'il était évident que Netanyahou allait perdre le soutien américain, ça serait un argument politique très fort pour l'opposition. Il y a quand même une opposition, il y a quelqu'un qui émerge dans l'opposition, qui est ce général qui s'appelle Golan, Yair Golan, vous savez, qui a pris courageux, qui a pris les armes lui-même pour aller se battre pour sauver le 7 octobre, mais qui était, je crois qu'il a été chef d'état-major de l'armée, enfin il a été très, très haut gradé, et qui a repris le Parti travailliste. Certains sondages lui donnent 14 députés à la Knesset sur 120 dans les prochaines élections. Bon, c'est trop tôt, mais je pense en tout cas que la société américaine, l'électorat israélien et la société israélienne n'accepteraient pas que le lien ombilical soit coupé entre
Israël et l'Occident. Vous savez, ce qui est inquiétant, pardon, juste un mot qui est important, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de départs d'Israéliens qui quittent l'État d'Israël en raison de cette guerre, sentant bien que Netanyahou les mène dans une impasse. Beaucoup de familles n'ont pas envie que leurs enfants se retrouvent à faire leur service militaire dans la situation actuelle. Donc, alors, les chiffres, évidemment, ne sont pas donnés officiellement par Israël parce que c'est un chiffre problématique. On parle d'1 million de départs. Alors, il faut prendre ce chiffre avec beaucoup de prudence parce qu'il y a beaucoup de binationaux, donc ils peuvent décider simplement de se mettre un peu à l'abri, si je puis dire, quelque temps. C'est pas pour autant qu'ils quitteront définitivement l'État d'Israël. Mais ce qui est intéressant, et c'est ça qu'il faudra quand même observer par la suite, c'est que qui va rester en Israël ? Ce sont ceux qui sont les plus durs et qui, eux, ne sont pas prêts à accepter une négociation politique. Et donc, plus la guerre va durer, plus le risque que les Israéliens avec lesquels on peut parler, qui sont ouverts à une négociation, partent. Et ceux qui vont rester, si c'est les Smotrich et les Ben-Gvir, je ne sais pas très bien ce qu'on va pouvoir faire. Les plus durs, ce sont des deux côtés les religieux, bien sûr. Puisque la politique, c'est l'art du compromis. Les religieux, c'est non. C'est les évangéliques américains. Absolues, donc, oui, c'est absolu, c'est-à-dire que pour les évangéliques américains ou les religieux, le sionisme religieux, attendez, il est tout à fait écrit dans la Bible que la Palestine a été donnée par Dieu, enfin Israël a été donné par Dieu au peuple juif, et donc Hébron, bien que ce soit peuplé entièrement d'Arabes, c'est à nous. Et puis, pour les religieux frères musulmans, parce que quand même le Hamas est un mouvement de frères musulmans, il faut quand même le dire, non, la Palestine c'était l'Empire ottoman, donc c'est une terre d'islam, il n'est pas question. Il y a un point, pour revenir sur ce que vous disiez Renaud, sur ce fossé qui se creuse entre Israël et ses alliés occidentaux pour l'essentiel. C'est la montée de l'antisémitisme ou d'actes antisémites en Europe, aux États-Unis. On a vu un jeune couple tué devant le musée juif de Washington, une attaque dans le Colorado, des dégradations de bâtiments juifs, de synagogues et du musée de l'Holocauste à Paris. Tout ça peut convaincre les Israéliens qu'ils sont seuls au monde, qu'ils doivent se défendre par eux-mêmes, contre un environnement hostile, très vaste. Alors ça peut aller à l'envers de ce que vous disiez, c'est-à-dire on n'accepte pas de couper le cordon ombilical. Ils peuvent aussi interpréter le fait comme ce sont les Occidentaux qui se retournent contre nous. Ils ont compris, les Israéliens, ils ont raison, qu'ils ne peuvent pas se permettre une guerre. Et d'ailleurs, s'ils avaient perdu la guerre de 48-49, je ne suis pas sûr que les Arabes leur auraient fait des cadeaux. Je pense qu'il y aurait eu des massacres. Ils ne peuvent pas se permettre de perdre une guerre, les Israéliens ne peuvent pas se permettre de perdre une guerre. Vous avez dit, ils ne peuvent pas se permettre une guerre. De perdre une guerre. Ouais. Les Arabes ont perdu 5 ou 6 guerres contre les Israéliens, ils existent toujours. Les Israéliens ne peuvent pas se permettre de perdre une guerre parce que en face, on ne leur ferait pas de cadeaux. Et au mieux, on les ma question, il nous reste 2 minutes 30. Ma question, c'est est-ce que les Européens, les Occidentaux sont audibles lorsqu'ils disent à Israël de changer de politique, si l'interprétation qui en est faite à la fois par le gouvernement israélien, mais aussi par une partie de la population, c'est vos vieux sentiments antisémites réapparaissent et vous n'êtes pas crédible dans le Conseil. Je crois que ceux qui sont audibles et crédibles, c'est les voix de la communauté juive en Europe, aux États-Unis, qui disent, et il y en a quelques-unes. Elles sont très divisées et plutôt minoritaires. Qui disent ouvertement, trop c'est trop. Vous ne faites pas le bonheur des Israéliens et des communautés juives en diaspora. Je crois que c'est ça qui est important. Il y a une intelligentsia, d'ailleurs en Israël aussi, qui se prononce contre la guerre à Gaza, qui prend position. Oui. Elle existe aussi à l'étranger, elle existe en Europe, en France et ailleurs. Minoritaire, et je crois qu'il faut... Les Israéliens ont besoin je pense, de se réveiller, de dire voilà, notre avenir ne peut pas être qu'un avenir, comme tu le disais, sécuritaire. Il faut changer de logiciel et revenir à une diplomatie avec un monde arabe qui a envie finalement de les accepter, mais avec aussi les Palestiniens. Il faut leur donner une dignité, comme Israël, on a eu les Juifs en 48. Il nous reste une minute 30. Moi, j'ai une phrase à ajouter. Voilà. Il faut bien convaincre la société israélienne, et nous en avons les moyens, que à force de déshumaniser les autres, de ne plus les voir, ils risquent de se déshumaniser eux-mêmes. Absolument. Alors que c'était un pays, Israël, qui avait une âme, c'est un pays qui a toujours été... C'est un pays extraordinaire, très,
très ouvert, très tolérant. Il faut voir que les Palestiniens, donc à cet égard pas du tout génocidaires, il y a beaucoup de Palestiniens, ceux qui n'ont pas fui pendant la Nakba, ils sont complètement intégrés, ils ont la sécurité sociale, ils sont dispensés de l'armée, alors ça ne fait pas là, mais quand vous allez à l'université hébraïque de Jérusalem, vous voyez beaucoup de Palestiniennes voilées, elles ont exactement les mêmes droits d'aller à la bibliothèque, au sport, la sécurité sociale, etc. Ils ont les mêmes droits. C'est pas... Et attention, Israël n'est pas un État fasciste, c'est un État de droit et qui c'est une démocratie. C'est une démocratie. Voilà. Ça devait faire une seule phrase. Agnès Levallois, vous aurez le mot de la fin. Non, ce que je Il me semble quand même qu'on attend un peu le gendarme, le retour du shérif Trump. Là, il faut qu'il siffle il faut absolument la fin de la récréation. Il faut absolument que Trump se mobilise. Ce qu'on peut espérer, c'est que comme il n'aime pas les guerres, il l'a toujours dit, il n'aime pas les guerres, qu'il va finir par agir en ce sens. Et en plus, il rêve du prix Nobel de la paix. Lorsqu'il est allé dans les pays du Moyen-Orient, il ne s'est pas arrêté en Israël, ce qui a été quand même très mal vécu par Netanyahou, parce qu'il n'y a pas eu l'escale comme d'habitude. Donc oui, il faut absolument le réveil du gendarme Trump, même si Trump ne fait pas rêver quand on voit les plans qu'il a pour le Moyen-Orient. Mais si ça permet d'arrêter la guerre, ça serait déjà une première étape essentielle. Merci beaucoup à tous les trois. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve la semaine prochaine. Très bonne semaine à tous.